va, J'ai lancé l'enregistrement, Olivier. on va commencer la réunion avec la présentation de Franck Lebozec du groupe Lebozec, qui est un des constructeurs parisiens en vogue actuellement et même en France. Derrière, je vais présenter la société Poulengue, qui est une société de construction et de travaux en bois. Donc malheureusement, son président n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est souffrant du Covid et il ne peut pas parler en Zoom parce que apparemment il est très fatigué. Et la troisième intervention sera celle de Cédric Mauboussin, président de l'ITED, Solutions d'éclairage, qui vous présentera la société et vous présentera donc la thématique du RSE au profit des bâtiments à travers nos solutions d'éclairage. Donc je vais laisser la parole à Franck, qui n'a pas de présentation, mais qui va vous expliquer clairement le sujet. Derrière, je vais partager mon écran pour la présentation de Poulengue et Cédric partagera son écran pour la présentation de l'ITED. Et bien entendu, nous vous communiquerons les slides ultérieurement par email. Voilà, je laisse la parole à Franck et je vous reprends après. Bon, ici, la salle est pleine. Hein. Voilà. Merci de vos applaudissements. Bon, bonne présentation. Je me suis fait ta place. Oui. Bonjour. Donc je m'appelle Franck Lebozec, j'ai 55 ans. Je suis promoteur marchand de biens sur l'Île-de-France depuis 91, donc 31 ans maintenant. Notre groupe de promotion familiale et exerce sur toute l'Île-de-France, principalement la première couronne et intramuros, sur un domaine qui va de la construction de la maison haut de gamme jusque l'immeuble qui, uniquement dans le logement, peut atteindre 5000 m² de surface de plancher. Notre axe de travail essentiel, c'est le cœur de ville, les petits immeubles collectifs et les maisons plutôt haut de gamme qui répondent à une attente d'une clientèle parisienne et sur la première couronne, surtout issue du confinement, et avec cette volonté d'avoir des espaces extérieurs, jardins, terrasses, balcons et espaces communs qualitatifs. Donc, on intervient sur quelques zones particulières, le sud du 92, le cœur du 94, Nogent-le-Péreux, Vincennes, et intramuros sur la réhabilitation aussi, où nous achetons des petits ensembles immobiliers plutôt dans le tertiaire ou dans le logement déjà, mais en très mauvais état, et réhabilitons pour faire des logements dans le même esprit que le neuf. Avec là, de nouveau, un respect des matériaux existants et de l'histoire de ces lieux en général très chargés de ce côté-là. Voilà. Donc, on est aujourd'hui partenaire de grands groupes nationaux comme Pitch, le groupe Accueil, Cogedim et Bouygues, sur des projets de plus grande ampleur, sur des communes comme Saint-Cyr-l'École, Nogent et ici les Moulineaux en ce moment. On va vous dire d'autres. Nous sommes une petite équipe de 6 personnes et nous intervenons chacun dans nos domaines de prédilection. Mon côté à moi étant plus la réhabilitation, mon collaborateur principal sur la promotion immobilière et le troisième sur le développement avec les grands groupes. Voilà un petit peu succinctement la présentation de mon activité. Merci. Merci Franck. Donc si vous avez des questions, je propose qu'on les pose à la fin à Franck, à Cédric. Alors, et par rapport à Poulengue que je vais vous présenter, vous ne pourrez pas me poser de questions parce que je découvre sa présentation, donc je vais la mettre en ligne et on va la parcourir ensemble. C'est Poulengue, spécialiste des constructions en bois, principalement en Normandie et en Île-de-France. Donc je vais partager mon écran et vous mettre la présentation de Poulengue. Alors, attendez.
On voit très bien. Vous voyez bien? On voit bien. Je suis en train de voir comment je me mets en plein écran. J'arrive pas à voir le. Ça vous convient ou pas? Lucas, c'est bon? C'est bon, on peut laisser comme ça. Je dis, en fait, dans un PDF, j'avais le souvenir que la commande était CTRL-L, mais… Ben, j'essaie tout à l'heure, mais CTRL comme Lucas. Mais Non, ça ne marche pas. c'est pas grave. Peut-être Bon. On peut continuer. On voit bien. Bon, je suis désolé, donc désolé pour la qualité de la présentation. Donc, j'ai eu l'autorisation de Jean-François Fraboulet, le président de Poulengue, pour parler en son nom et au nom de son entreprise. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Mais j'ai découvert les slides hier soir. Je les ai parcourus, donc je ne suis pas aussi expert que lui. Mais je vais essayer de vous présenter la société Poulengue et quelle est son action pour tout ce qui est empreinte carbone et RSE dans sa politique RSE. Donc, Poulengue, c'est historiquement un constructeur de bâtiments agricoles et rénovant les charpentes traditionnelles normandes en bois. Leur outil de travail donc, et leur productivité a changé depuis quelques années. Et aujourd'hui, Poulengue intervient également sur des bâtiments présentant un risque pour les occupants à cause des matériaux toxiques présents ou à cause de la fragilité des structures de l'ouvrage. Poulengue, c'est aussi de l'habitat. C'est des écoles, c'est des crèches, c'est des hôpitaux, c'est aussi des maisons, des extensions pour les particuliers et tout ce qui est modèle économique, forcément, est en jeu par rapport aux économies qu'ils offrent avec le bois. Alors, ce qui est moins vrai aujourd'hui avec la hausse des matières premières, mais voilà l'évolution de Poulengue, sur quoi ils tendent, donc des bâtiments agricoles aujourd'hui à du tertiaire. Poulengue, c'est plus de 40 millions de chiffre d'affaires. Poulengue Construction, donc aujourd'hui, c'est des bâtiments tertiaires, des logements individuels ou collectifs, des groupes scolaires, des complexes sportifs, et surtout, alors peut-être que Franck, tu en parleras avec lui tout à l'heure, c'est du rehaussement d'immeubles qui aujourd'hui est une niche, et le groupe Le Bozec et le groupe Poulengue sont en discussion aujourd'hui pour regarder comment ils peuvent associer leurs compétences pour proposer des rehaussements d'immeubles. Alors là, je vous enverrai la présentation, donc vous verrez, c'est atelier charpente, atelier menuiserie et atelier serrurerie, mais c'est surtout quelques exemples de ce qu'ils ont fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est des groupes scolaires. Le groupe scolaire, par exemple, Simone Veil, dans le 95, c'est plus de 20 classes, c'est 2 réfectoires, c'est des salles d'activité, des salles de réunion. Aujourd'hui, c'est 358 mètres carrés de bois, de différentes essences et 428 mètres carrés de toiture végétalisée. Voilà, et ils sont candidats pour l'obtention du label E+C-. Non, c'est une formule, non, je rigole. Je n'arrive pas à lire, donc je vous enverrai la présentation. Les autres exemples que j'ai sur la présentation, donc c'est bien des constructions en bois sur le groupe scolaire Simone Veil, mais c'est également d'autres exemples. C'est un quartier éco, donc éco-quartier Livin. Pardon? J'agrandis un petit peu, voilà, peut-être mieux comme ça. C'est trop. Voilà. C'est mieux comme ça? Donc, à Bussy-Saint-Georges, c'est construction d'un écoquartier composé de 126 logements, 44 maisons, 25 logements intermédiaires et 22 logements sociaux et des bâtiments collectifs en bois. Donc, c'est pour des productions à ossature en bois qui ont été réalisées dans leurs usines pour plus de 14 000 mètres carrés de construction. Il faut réduire d'un clic le zoom, Olivier. Pardon. Voilà, un clic, probablement. Encore un. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on a le slide complet à l'écran. Merci. Alors, c'est aussi des résidences étudiantes. Alors, pourquoi ils sont choisis? C'est pour leur qualité écologique, empreinte carbone, nouveaux matériaux en bois, et c'est réduire aussi avec tout ce qu'ils réalisent
les émissions de CO2. Et là, visiblement, pour la résidence étudiante de Noisiel, les réductions de CO2 ont été réalisées à hauteur de 38% par rapport à un immeuble équivalent. Donc, cette résidence étudiante, c'est plus de 230 logements. Derrière, je vous mets quelques présentations d'exemples de l'intérieur du bâtiment. C'est aussi à Clamart un complexe sportif. Donc, quand je vous disais que Poulenc, c'est un des leaders, si ce n'est le leader aujourd'hui des constructions en bois en Normandie et en Île-de-France, aujourd'hui, c'est le complexe sportif de Clamart qui est très, très connu pour sa construction en bois. Donc, c'est construction de la charpente du gymnase en LVL avec usinage et collage de la structure en atelier. Donc, je vous laisse découvrir les photos de Poulenc. Sur les différentes expériences et différentes réalisations de Poulenc, il y a eu les logements aussi. Logement Oléa à Pantin dans le 77. Donc, construction de 2 résidences de 77 logements. Ce projet en CLT a obtenu le prix du bâtiment bas carbone 2020 et a permis un gain de carbone de 2300 tonnes de CO2. Voilà. Uniquement un seul mois a été nécessaire pour le levage d'un bâtiment. Tolbiac. Ce que je vais faire, c'est comme il y a pas mal d'exemples, je vais passer vite sur Tolbiac aussi, mais c'est exactement c'est une surélévation, c'est pareil, c'est 80 logements et construction en bois. Alors, là, c'est un slide important, c'est l'engagement écologique de Poulenc, c'est lutter contre les préjugés. Donc, je ne sais pas si vous avez à lire ce qui est à droite. Peut-être que je vais réduire un peu le… On voit bien. Vous voyez là, ici? Oui. C'est Petawood, donc l'engagement écologique, c'est un des groupes les plus actifs en termes de préservation de l'environnement et réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est 94% des chutes sont réutilisées, 80% de l'énergie consommée pour produire est renouvelable et 88% de bois certifié. Après, je vous laisserai découvrir lutter contre les préjugés. Vous en verrez la présentation. Et aujourd'hui, Poulenc, c'est une intégration de béton de réemploi pour assurer l'isolation acoustique des planchers Poulenc KR. Poulenc, en fait, utilise le béton de réemploi issu de leur activité de démolition. La masse volumétrique du béton concassé permet une efficacité acoustique des complexes réalisés par Poulenc. Donc malheureusement, je ne suis pas très calé, donc je ne peux pas vous en parler parce que c'est pas. Je représente Jean-François Fabouget sur Poulenc. Donc on va passer sur les slides et on va aller directement à leurs activités et leur politique de RSE. Donc, construction, bois, paille. Donc, aujourd'hui, Poulenc en devenant donc sociétaire d'Accord Paille en 2020, Poulenc s'implique dans le développement des matériaux biosourcés. L'objectif de ce partenariat a été de bénéficier de l'expérience et du savoir-faire d'un réseau de professionnels reconnus pour leur connaissance et expérience de la construction bois-paille. Leur accompagnement prendra différents aspects, la formation, l'approvisionnement en matières premières et le contrôle de qualité. Alors, tout ce qui est organisme de formation, Accord Paille s'appuie sur un réseau de professionnels d'experts pour élaborer des formations de l'initiation au perfectionnement de la conception ou de la réalisation. Aujourd'hui, donc Poulenc, c'est vraiment l'avenir sur tout ce qui est nouvelle technologie. Aujourd'hui, en exemple sur ce qu'on vient de dire, donc Poulenc a réalisé donc une école maternelle dans le 94. Voilà. Le bâtiment composé de 13 classes, donc
est en cours de construction et donc sera construit en bois paille grâce à la technique GREB. Donc, la technique GREB, c'est ce système constructif basé sur des matériaux biosourcés et géosourcés permettra d'atteindre des performances bâtiments passifs avec l'objectif d'obtenir la certification hors bâtiment durable francilien. Voilà, donc quand on parle d'empreinte carbone, RSE au travail, aujourd'hui, et RSE dans la politique des entreprises, Poulenc répond complètement au cahier des charges d'une politique. Également sur tout ce qui est acheminement de son bois et de ses matériaux, Poulenc utilise donc tout ce qui est transport fluvial pour forcément des réductions de CO2. Aujourd'hui, la solution du conteneur par voie fluviale a permis à Poulenc de réaliser une réduction de 40% des émissions de CO2 rejetées par rapport au transport routier. Donc, pour un petit exemple, quand il va à Paris, voilà où il passe, donc c'est plus que logique, c'est par du Havre, en région parisienne, par la voie fluviale de la Seine, et quelques transports en images pour alimenter donc, cette orientation. Voilà comment sont les conteneurs, voilà comment sont la matière première, le bois qu'il livre en milieu parisien. Et aujourd'hui, donc, Poulenc s'efforce d'employer le meilleur produit au meilleur endroit à travers des constructions en bois, bois métal et bois béton. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous faire passer la présentation de Poulenc et les coordonnées de Jean-François Fraboulet, président de Poulenc. Pour ceux qui ont des questions, vous pourrez prendre contact avec lui et avoir des questions plus pertinentes que les miennes qui malheureusement découvrent ces slides, donc je n'ai pas malheureusement été plus performant que ça. J'espère que ça a été clair pour ceux qui m'ont écouté. Et si vous avez des questions, je vous propose d'envoyer vos questions à Jean-François Fraboulet. Bon, merci de l'écoute. Maintenant, je propose que Cédric, tu prennes la main pour l'ITED, que tu présentes l'ITED, la politique RSE, qui était le thème de la matinée, par rapport à la politique de l'ITED, qui est une activité familiale d'ICAT, mais je te laisse présenter l'ITED et de prendre la main. Oui, bonjour à tous. Merci Olivier. Déjà, je suis désolé parce que je n'ai pas pu être présent aujourd'hui au petit déjeuner, mais j'ai malheureusement été testé au Covid, donc aucun souci. Mais ça explique le fait que je ne peux pas être parmi vous ce matin et que je vais vous présenter de chez moi la présentation que j'aurais dû vous faire physiquement. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, je vais partager mon écran. Hop là, j'espère que vous voyez mon écran. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Très bien, Cédric, on voit très bien. C'est bon? Ok, super. Merci. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense qu'on va se concentrer sur le thème de la RSE au cœur de nos préoccupations. Donc, comment est-ce que nous, l'ITED, on est un fabricant d'éclairage LED. On fabrique des luminaires pour différents types de… Je présente très bien la société ensuite, mais on fabrique pour les secteurs tertiaires, donc toute activité, soit de bureau, soit le milieu hospitalier, soit l'éducation, donc les crèches, les écoles, les universités, les bibliothèques, etc. Dans la santé, on fait des EHPAD, des maisons de retraite, des hôpitaux, des cliniques, et dans le tertiaire, c'est toutes les activités bureaux. Donc, on a toute une activité tertiaire. Ensuite, on a une activité sur l'industrie. Donc, ça soit dans l'industrie, on met les bâtiments grande hauteur, donc soit des entrepôts logistiques, soit des vraies industries, c'est-à-dire des usines de fabrication. Et enfin, on est spécialisé aussi sur le retail. Et le retail, c'est que ce soit le grand centre commercial, les grandes plateformes, les Carrefour, les Ikea, la GSB, la GSA, etc., ou la petite boutique. Donc, à travers de ça, on va vous parler de la RSE au milieu et de notre implication sur le RSE sur ces sujets-là. Donc, avant de parler de ces sujets, je pense que c'est important de faire un tout petit focus sur le contexte, et on va parler même d'un contexte qui est mondial. On va parler de crise sanitaire, on va parler de contexte géopolitique et on va parler d'un contexte climatique. Donc, il y a 3 points avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui doivent être mis en introduction. C'est tout d'abord la crise sanitaire.
la crise sanitaire, on vit tous, vous voyez, j'ai le Covid aujourd'hui, on vit tous le Covid depuis maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est omniprésent chez nous. Et ça a eu pour cause plusieurs sujets. Premièrement, il y a eu une hausse des prix qui a été très forte et une raréfaction de certaines matières premières. Nous, par exemple, on est très impacté dans notre secteur d'activité, dans l'éclairage, parce qu'il y a surtout des pénuries sur tout ce qui est les composants électroniques. Donc, évidemment, ça a impacté le secteur automobile, la téléphonie, l'informatique, etc. Mais nous, c'est vrai que dans l'éclairage, on a beaucoup de composants électroniques aussi à l'intérieur et c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été compliqué. Le problème, c'est qu'on n'en trouve plus, c'est très compliqué d'en trouver et du coup, ça entraîne une hausse des prix très, très importante. On entend parler d'inflation toute la journée. Ces sujets-là font partie de l'inflation. Le deuxième sujet, c'est on a eu une forte hausse des prix aussi due à la pénurie de containers. Pourquoi ? On sait que la Chine, par exemple, est le grenier du monde. On a une balance excédentaire, une balance commerciale déficitaire, par exemple en France, mais en règle générale dans l'Europe. On en fait énormément d'imports et beaucoup venant d'Asie. Et forcément, les prix des containers qui ont été multipliés quasiment par 10, c'est par 8. Nous, on achetait des containers à peu près à $2000 le container avant février 2020. Aujourd'hui, c'est plutôt 17 000 € le container. Donc, c'est pas que ça a pris 10 ou 20%, c'est que ça a été multiplié par 8. Donc, c'est des sujets qui sont très importants. Pourquoi est-ce que je parle du contexte sanitaire ? C'est qu'au moment de la crise, la Chine a été le premier pays à se confiner et quand ils se sont confinés, ils ont fermé pendant 1 mois. Ce qui n'est rien par rapport à ce qui s'est passé en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout fermé pendant 1 mois, mais ça s'est réouvert tout d'un coup aussi. Ils ont tout réouvert et puis ils n'ont plus trop fermé. On sait qu'il y a eu des petits confinements récemment, mais il n'y a rien eu de très important. Alors que nous, en Europe, on a eu des confinements très durs. On a eu 2 mois de lockdown très forts. Et derrière, on a eu quand même un retour au travail compliqué, beaucoup de télétravail, un aménagement du temps de travail dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs. Je vous précise ça, c'est que, en fait, si jamais la Chine avait dû être confinée plus longtemps que ce qu'elle n'a été confinée, si elle n'avait pas repris à plein régime au bout d'1 mois, en fait, on aurait eu des pénuries absolument dans tous nos magasins, partout, dans l'alimentaire, dans tous les biens de consommation, tous les biens de première nécessité. Il y aurait eu des pénuries, on aurait eu des magasins vides, il y aurait eu une catastrophe très importante. Et ça a permis d'avoir une vraie prise de conscience aussi du besoin de nécessité des produits de première nécessité, de savoir qu'il nous fallait avoir des produits avec de la production en Europe, en tout cas en France pour nous, je parle pour nous, et ça nous a vraiment fait prendre conscience de ça. Le deuxième sujet on est en cœur du sujet en ce moment, c'est qu'il y a un gros conflit géopolitique qui se trame en ce moment avec la guerre en Ukraine. Il y a du coup une augmentation très significative du coût de l'énergie. Je ne vais pas refaire ce qu'on lit toute la journée dans la presse, mais tout le monde est au courant. Donc, le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Ce qui génère une inflation élevée très importante. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que le coût de l'énergie explose. Nous, en France, depuis très longtemps, on avait un coût de l'énergie qui était plutôt bas parce qu'on avait beaucoup de centrales nucléaires. Donc, c'est vrai qu'on avait un coût de l'énergie qui était très, très, très bas, même par rapport à d'autres pays européens. Pour donner des petites notions, il y a encore 2 ans, le coût de l'énergie en France, c'était à peu près entre 0,9 et 0,12 centimes du kilowattheure. Aujourd'hui, les tarifs qui sont négociés aujourd'hui, c'est plutôt 0,20. Donc, 2 ans plus tard, ça a doublé. Donc, c'est quand même des gros enjeux. Ça double, c'est colossal. Mais dans d'autres pays, si vous prenez l'Italie, l'Allemagne, c'est plutôt 35, 40, 42 centimes du kilowattheure. Donc, c'est beaucoup plus cher. Mais là, aujourd'hui, on va commencer à connaître des vrais enjeux sur le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie va fortement augmenter. C'est des enjeux qui sont très importants. Le dernier sujet sur lequel il faut faire un focus, parce que vous comprendrez pourquoi est-ce que je vous parle de ces sujets-là avant de parler de la RSE chez nous. Le dernier sujet, c'est forcément l'urgence climatique. On sait tous qu'on a quand même des vrais sujets sur la consommation énergétique. Les modes de consommation qu'on a aujourd'hui font qu'on a tous de plus en plus d'appareils. On a des téléphones portables, des ordinateurs, des trucs à recharger toutes les 5 minutes. On a de plus en plus des lecteurs MP3, des je ne sais pas quoi. On a tellement d'objets qu'aujourd'hui, on vit connecté toute la journée. Tout de la domotique s'installe partout chez nous. On a de plus en plus d'objets à recharger et surtout, on a de plus en plus d'objets qui consomment de l'énergie. Et forcément, ça ne va pas sans répercussion sur notre planète et ce qu'on constate quand on voit que la planète a pris 1 degré en quasiment
en 170 ans, elle a pris 1 degré et on considère qu'elle va sûrement en prendre 1 degré de plus en même pas 30 ans. Donc, il y a une accélération qui est très, 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 très forte. On pense que la planète va reprendre 1,5 degré avant 2040 et on pense qu'elle va en prendre entre 4 et 5 jusqu'à 2100. Donc, si c'est ça, c'est dramatique. Vous avez vu les rapports du GIEC qui ont été publiés récemment. Il y a une urgence climatique et donc, du coup, besoin de travailler sur les gaz à effet de serre, la consommation énergétique et la pollution de notre planète. Voilà, je voulais juste introduire notre présentation sur ce contexte-là qui est sanitaire, géopolitique et climatique avant de vous parler du reste. Donc, du coup, le sujet d'après, c'est de dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences, quelles sont les solutions et comment est-ce que cette prise de conscience a été faite depuis ces 15 dernières années où le sujet ne fait que s'accélérer et puis forcément les années précédentes sont plus fortes que celles d'il y a 15 ans. Mais ça fait 15 ans que c'est quand même, on commence à tirer bien la sonnette d'alarme. Donc, la première chose, c'est qu'il y a une prise de conscience, une évolution des mentalités. Il y a une volonté de produire et de consommer de manière locale. Ça, je vous dis, c'est la conséquence du Covid. On s'est rendu compte que potentiellement, du jour au lendemain, il pourrait y avoir des situations dramatiques. Il faut absolument, pour ces raisons-là, la dépendance avec le reste du monde nous demande de produire de manière beaucoup plus locale. C'est le premier point. Et le deuxième sujet pour produire local, c'est aussi baisser l'empreinte carbone des approvisionnements, quelles que soient des matières premières ou des biens alimentaires ou de consommation. Il faut essayer de rapprocher la fabrication des lieux de consommation. Donc, du coup, on essaie de faire un rapatriement des biens de première nécessité vers l'Europe. Et il y a en plus de ça une sensibilisation qui est vraiment dans le cœur des gens, que ce soit chez les particuliers ou dans les entreprises, pour dire qu'il faut essayer de consommer en plus de ça des produits durables et des produits éco-responsables. On va trop vers le modèle du jetable, on achète des meubles chez Ikea, on sait très bien que le meuble il va durer 2 ans, il ne va pas durer 15 ans. Enfin, quand on voit on achetait un bureau il y a 20 ans avec une épaisseur de bois colossale et qu'aujourd'hui on achète du contreplaqué, on se doute bien que ça n'a pas les mêmes durées de vie, mais je pense qu'aujourd'hui les mentalités de tous ces biens trop de consommation et qui sont quasi jetables, les mentalités sont en train d'évoluer. Donc là-dessus, le gouvernement a eu sur la partie réglementaire et gouvernementale, il y a 3 aspects dont je voudrais vous parler qui sont importants. Premièrement, avec cette prise de conscience qu'il faut réduire la consommation énergétique, il existe depuis un certain temps ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. C'est des C2E, c'est des primes. En fait, c'est des primes à la rénovation énergétique qui a pour le but d'inciter à réduire significativement les gaz à effet de serre grâce aux rénovations en construction responsables et durables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous entendez pour les particuliers, on entendait souvent, c'était par exemple sur la partie isolation, faites isoler votre maison pour 1 euro. Donc, on isolait les toitures, on isolait les fenêtres, on isolait tout ce qui était poreux et qui rendait des logements un peu trop énergivores. L'idée, c'est quoi? C'est en isolant mieux, on consomme moins parce qu'on n'a pas besoin de continuer à chauffer beaucoup plus puisque c'est mieux isolé, donc ça garde mieux la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Donc, l'État a subventionné. Mais ils n'ont pas subventionné que pour le particulier avec l'isolation, ils ont subventionné pour plein d'autres, pour les professionnels aussi, donc pour les entreprises. Et ça allait aussi pour ce qu'on appelle la CVC, c'est toute la clim et le chauffage, mais ils ont aussi subventionné pour l'éclairage. Pourquoi? Parce que quand vous passez des anciennes technologies d'éclairage, donc des lampes à filaments, des halogènes, des fluos compacts, etc., quand vous passez en LED, vous avez des réductions très, très significatives de l'énergie. En gros, vous avez entre 50 et 75% d'économie d'énergie. Donc, c'est sûr que c'est énorme. Et du coup, c'était un peu subventionné par l'État pour pousser les gens à faire des programmes de relamping, c'est-à-dire changer les anciennes lampes pour mettre du LED. Ça, déjà, il y a eu des dispositifs comme ça qui sont en place et qui continuent à être en place. Le deuxième dispositif, ça pour les gens qui ne sont pas tellement au courant, ça s'appelle aujourd'hui un dispositif éco-énergie tertiaire, mais qui, quand il a été lancé en 2018, s'appelait le décret tertiaire. En gros, toutes les sociétés du monde, que vous soyez dans l'industrie, le retail, le tertiaire, et tout le monde a reçu un courrier en disant « Bonjour, aujourd'hui, on va faire un relevé des consommations énergétiques de vos bâtiments. » À partir du moment où le bâtiment fait plus de 1000 m². Donc, quand on est dans le professionnel, ça va très vite. Et donc, disons qu'il y a quand même quasiment tout le monde qui a reçu ce courrier. Et en gros, le courrier disait « Faites un T0 de votre consommation énergétique. » Donc, vous deviez déclarer ce que consommait l'intégralité du bâtiment. Donc, sur tous les postes de consommation énergétique, vous dites, moi, je consomme, j'ai n'importe quoi, 30 MWh par an d'énergie.
Et on vous a dit, OK, très bien, on a fait le T0, vous consommez 30. Et ben, si vous consommez 30, d'ici à 2030, il faut que vous ayez réduit vos consommations énergétiques de 40%. D'ici 2040, il faudrait que ça soit à 50%. Et d'ici 2050, ça sera 60%. Donc, ça, ce n'est même pas quelque chose qui est subventionné, c'est une obligation légale européenne de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Donc forcément, ça a l'air facile de le dire comme ça, mais trouver des solutions sur ce que je vous disais, on a de plus en plus d'équipements électroniques et de plus en plus de choses qui consomment à l'intérieur de nos vies. C'est facile à dire, ce n'est pas si facile que ça à faire, mais en tous les cas, l'État va forcer à le faire et si vous ne le faites pas, vous allez avoir des amendes, vous allez payer beaucoup en fonction de ce que vous surconsommez par rapport à ce que vous devriez consommer. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises se creusent la tête de savoir comment est-ce qu'ils vont essayer de réduire la consommation énergétique. Donc, ça passe par des programmes de relamping, on change toutes les lampes, on passe tout en LED, ça passe par changer les systèmes de clim et de chauffage, ça passe par faire isoler les toitures, les fenêtres, etc. etc. La troisième chose qui est toujours sur le niveau réglementaire, c'est tout ce qu'on va appeler ça la taxe carbone européenne. En gros, c'est d'imposer un surcoût aux produits qui sont importés dans l'Union européenne et le calcul il est réalisé selon les émissions de CO2 liées à leur production. Donc, cette taxe elle concerne notamment l'acier, l'aluminium, le ciment, l'engrais et l'électricité et elle va être mise en place progressivement entre 2023 et 2025. Donc ça, c'est quelque chose qui a été voté par le Parlement européen et qui va un peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'importer les marchandises de l'autre bout de la planète pour rendre plus compétitifs nos industries en Europe, nos produits. Eh ben, ils vont mesurer des empreintes carbone de production qui viennent de l'autre bout du monde pour être consommées chez nous à des dizaines de milliers de kilomètres et se dire, voilà, on va taxer ces produits-là. Et l'idée, c'est quoi? C'est de réindustrialiser nos pays en Europe pour baisser l'empreinte carbone, pour toujours aller dans le sens de faire moins de gaz à effet de serre, etc. etc. Donc, voilà les réponses un peu au contexte dont on parlait tout à l'heure. Si je vous parle de nous, ce qu'on fait, l'ITED, donc nous aujourd'hui, je disais, on est un fabricant d'éclairage. Donc nous, on est spécialiste dans les solutions LED. Aujourd'hui, on conçoit des solutions d'éclairage intelligentes, éco-responsables et centrées sur le bien-être pour les professionnels. Dans notre logo, on a un E qui représente les 3 piliers de notre société, donc tout ce qui est le smart lighting. Le smart lighting, c'est justement le fait déjà, dans un programme de relamping, on va tout changer, on va mettre du LED. Mais en plus de ça, la LED est un composant électronique, ce qui n'est plus… on prenait les anciennes ampoules à fil incandescent, c'était une bulle de verre avec un fil qui brûlait à l'intérieur d'une ampoule, mais vous n'aviez aucune notion de faire varier, de rendre l'ampoule intelligente avec cette technologie. La LED, c'est un composant électronique, ce qui fait que vous pouvez tout faire. Vous pouvez baisser l'intensité lumineuse, vous pouvez changer les températures de couleur, vous pouvez dire s'il n'y a personne dans la pièce, ça s'éteint tout seul avec des détecteurs, etc. Donc, mis à part le fait que la LED fait très, très significativement réduire votre consommation énergétique, vous avez encore plus des systèmes de gestion qui vous permettent de réduire encore plus la consommation énergétique du bâtiment. Ça ne sert à rien d'éclairer les bâtiments toute la nuit, toute la journée, des salles où il n'y a personne, surtout dans les périodes où il y a beaucoup de monde en télétravail, les bureaux sont qu'à moitié remplis, on ne va pas tout allumer alors que ce n'est pas nécessaire et qu'il n'y a aucun besoin. Ensuite, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est le bien-être et le développement durable, qui est notre deuxième pilier. C'est là où je veux rappeler ce que veut dire la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Sur la partie environnementale, ça va être tout ce qui est consommation énergétique, empreinte bas carbone, respect de la planète. Et sur tout ce qui est comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on recycle les matériaux utilisés, etc. Et sur tout ce qui est sociétal, c'est aussi les respects du travail, en fait, des usines dans lesquelles on produit, que les gens aient des conditions de travail qui soient normales, qu'il n'y ait pas d'abus, que le code du travail soit respecté, etc. Et en plus de ça, que les gens développent une forme de bien-être sur le lieu de travail. Et à travers l'éclairage, on peut avoir beaucoup de technologies qui permettent d'augmenter le bien-être sur les lieux de travail. Donc nous, comme je vous disais tout à l'heure, on est spécialisé en tertiaire, en retail, en industrie et sur tous les systèmes de gestion. Ça fait 11 ans qu'on est dans la LED. La société existe depuis 17 ans, mais ça fait 11 ans qu'on est fabricant de LED. On fait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 140 gammes de produits, on est plus de 50 personnes, on a 14 commerciaux sur toute la France et sur les dom-toms. On travaille avec un peu plus de 1000 clients qui nous font confiance et on a 3 showrooms. Et voilà, on vient juste de lancer les nouveaux catalogues avec plein de nouvelles solutions, mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
comment est-ce que nous, on essaye de travailler donc quand on développe des produits et quand on essaye de travailler sur eux, voilà ce que c'est que le schéma dans lequel on est obligé de s'inscrire et on vous dira ensuite comment est-ce qu'on essaye d'optimiser tous ces postes-là pour essayer d'avoir une empreinte carbone et une action sociale la plus en adéquation avec nos valeurs RSE qui sont très fortes. C'est même un pilier de notre société. Donc déjà, il y a des idées de conception. Ensuite, vous avez tout ce qui va être des extractions de matières premières et d'énergie parce que forcément, il va falloir fournir les usines en matériaux parce que l'étape d'après, c'est la fabrication. Mais il faut bien que déjà, il y ait des extractions de matières premières et ça va consommer de l'énergie. Ensuite, il y a tout le process de fabrication. Il y a tout le sujet du transport. Il y a l'usage et la consommation. Et enfin, il y a le tri, le recyclage et la fin de vie. Donc, c'est sur ces postes-là, quand on réfléchit à la conception d'un produit, qu'il faut se creuser les méninges et se poser des questions à chaque étape, de savoir comment est-ce qu'on peut essayer de faire au mieux pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible et savoir traiter tous ces pans de la fabrication pour avoir une optimisation maximale d'une empreinte carbone la plus basse, favoriser le bien-être des gens qui vont construire les luminaires, ceux qui vont être en dessous des luminaires et qui vont les avoir toute leur vie, et puis derrière, comment est-ce qu'ils vont être réutilisés dans un cycle pour avoir une seconde vie pour le produit et pas être juste du consommable jetable à la fin. Donc, sur nos démarches RSE, nous, c'est vrai qu'on est très axé là-dessus. On communique énormément là-dessus chez nos clients. Nous, on travaille, juste pour faire une petite parenthèse avant de dérouler les points, on travaille beaucoup avec les grands installateurs nationaux. On a un contrat cadre chez Vinci, chez FH, chez Bouygues, chez Engie, chez SNEF, chez Fauché, enfin bref, chez tous les gros installateurs nationaux les plus connus, qui sont les plus gros, même mondiaux, mais en tout cas, nous, en France, on travaille énormément avec eux. Et ils nous auditent tous, en fait, pour être sûr que nos démarches s'inscrivent bien dans une démarche durable, éco-responsable, un bon rapport qualité-prix, une bonne connaissance technique du produit et des qualités d'éclairage, mais derrière, toute la partie RSE est hyper importante. Donc, on se fait beaucoup auditer par ces groupements qui sont nos gros clients et on a toujours des très, très bonnes notes. En 2020, on s'est fait auditer par Engie. Engie, c'est sûrement le plus pointilleux dans la bande. On a été médaille d'argent dans leur test. Médaille d'argent, ça veut dire qu'on fait partie du 20% des fournisseurs les plus éco-responsables chez eux. Pour une petite boîte comme nous qui faisons 18 millions d'euros, on était très contents. On se dit qu'au moins que le travail qu'on fait, il paye et qu'on ne le fait pas pour rien. Donc, nous, on essaye de développer un accompagnement personnalisé pendant la totalité du projet, donc du sourcing jusqu'aux études d'éclairage et ensuite à la gestion des équipements lumineux en fin de vie. Je vous dis, on va jusqu'au bout de la boucle. Et avec cette vision responsable et durable, l'IT a obtenu une médaille d'argent. Donc, c'est ce que je vous disais, c'était chez Engie qu'on a eu cette médaille d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de travailler sur le cycle que je vous montrais juste avant de la fabrication d'un produit? Déjà, on essaye de rapprocher au maximum, ça fait déjà 3 ans qu'on essaie de rapprocher au maximum notre sourcing. On a des produits qui viennent d'Asie, on ne va pas se mentir, mais on essaye de faire de plus en plus bosser des usines en Europe. On a beaucoup, beaucoup de partenaires en Europe et on a même des partenaires en France, donc on est fiers de dire qu'on fait même fabriquer certains luminaires en France et en tout cas beaucoup en Europe. Nous, aujourd'hui, sur la partie fabrication, c'est vrai qu'on est très soucieux de la partie sociale. Donc, on sélectionne des fournisseurs sur des critères très définis qui sont nos critères à nous et on réalise des audits sociaux dans les usines parce que même quand on fait en Asie ou en Europe, on vérifie que les salariés travaillent dans les bonnes conditions, qu'ils sont payés à des taux normaux, qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les usines, que les conditions de travail sont respectées, que les usines sont propres, etc. etc. Mais c'est vrai qu'on est très attentif à ces sujets-là et on ne travaillera jamais avec des gens qui ne respectent pas, en tout cas, nos valeurs à nous sur ce qu'on considère doit être le respect de l'être humain dans le monde du travail. Dans l'installation de solutions LED, ce qu'on appelle des relamping, on sait faire de la gestion du bien-être, ce que je vous expliquais tout à l'heure, même à travers l'éclairage, on sait faire du bien-être, c'est-à-dire que vous avez souvent entendu parler par exemple du pic de bleu. Le pic de bleu, on sait que c'est mauvais, en fait ça sécrète, ça empêche la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui vous dit que votre corps est fatigué, qu'il doit se reposer, qui gère un peu les cycles de vie, le cycle de fonctionnement des différents organes et surtout la gestion du sommeil, enfin des cycles de repos et des cycles d'éveil. Nous, on travaille sur des luminaires sans pic de bleu. On sait faire de ce qu'on appelle du circadien, c'est-à-dire faire de la variation de température de couleur dans les bureaux grâce à l'éclairage pour favoriser le fonctionnement des organes. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent
Donc, nous, voilà, on propose des solutions comme ça parce que c'est vrai que c'est hyper important que, mis à part nos usines là où c'est fabriqué, quand nos luminaires sont posés, que les gens aient des luminaires qui soient très bons pour leur corps et qui soient pas et qui favorisent le bien-être sur les lieux qu'on éclaire, dans tous les bâtiments qu'on éclaire. On essaye de sélectionner des matériaux qui sont résistants et durables et à longue durée de vie, à remplaçabilité. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. De plus en plus, on essaye d'avoir des luminaires où on peut remplacer juste les modules LED pour éviter de remplacer tout le luminaire à chaque fois. On a beaucoup de produits qui sont certifiés ENEX et les nouvelles normes de conformité européennes, on en certifie de plus en plus. On a un bureau d'études intégré, c'est-à-dire qu'à chaque différent projet sur une étude, on nous demande de faire un programme de relamping. Imaginons il y avait 2000 points lumineux dans le bâtiment et on va essayer d'optimiser pour qu'il y ait même moins de points lumineux. Comme ça, on va encore baisser la consommation énergétique. Et on va essayer de dire, vous n'avez pas besoin de 2000 points lumineux. Nous, avec les performances de nos luminaires, vous pouvez en mettre que, je dis n'importe quoi, que 1600 et vous avez déjà économisé 20% de points lumineux. Donc déjà, sur la facture, sur les 2000 points, il y aura eu entre 50 et 60% de réduction énergétique. Mais vous allez chercher encore plus. Vous allez dire, en plus de ça, on n'en met même plus 2000, on n'en met que 1600. Donc, ça va peut-être être encore, vous allez peut-être chercher encore 10 ou 15% d'optimisation énergétique en plus. Si on veut encore aller gratter de l'optimisation énergétique, on va mettre des systèmes de gestion avec des détecteurs de présence, des détecteurs de luminosité. Donc, on va vraiment essayer de travailler pour réfléchir au bâtiment le moins énergivore possible sur ces aspects-là. Enfin, nous, on est partenaire avec un organisme qui s'appelle Écosystème, c'est-à-dire qu'on met à disposition sur nos chantiers des bennes qui fait que tous les anciens luminaires qui sont déposés, avant que nous, on mette les nôtres, ils sont traités, ils sont recyclés, ils partent dans des centres de tri spécialisés sur du matériel électrique. Et en gros, on arrive à recycler à peu près 95% des matériaux qui sont dans nos luminaires sont recyclés et obtiennent une seconde vie, repartent sur des productions. Mais c'est important pour nous d'avoir ce partenariat qu'on met à disposition de nos clients sur les chantiers. Enfin, on participe activement au sein des différentes associations et de comités, et notamment, par exemple, on est partenaire d'un projet qui s'appelle la plateforme Sequoia. C'est une plateforme bas carbone qui est une initiative d'Eiffage qui a été montée avec un conglomérat d'industriels. Donc, dedans, il y a Rexel, on ne sait que les gens du bâtiment forcément, mais il y a Rexel, il y a Gerflor, il y a Saint-Gobain, il y a Legrand, et puis il y a l'ITED, chercher l'intrus. Mais voilà, on est partenaire à leur côté sur la réflexion du bâtiment bas carbone de demain. Et voilà, on s'est mis une petite médaille reconnaissance RSE parce que c'est vrai que je pense qu'on est vraiment identifié par nos clients là-dessus. Enfin, donc pour terminer sur la partie transition énergétique, moi je dis souvent quelque chose, c'est qu'un programme de relamping, donc je répète, c'est changer les vieilles technologies d'éclairage par du LED. C'est certainement pour moi le projet RSE à mettre en place le plus facile. Parce qu'en gros, vous savez le faire sans perturber l'exploitation du bâtiment, que ce soit un entrepôt, une usine, des bureaux, on sait le faire. C'est rapide à mettre en place, c'est rapide à organiser sans déranger l'activité de la personne qui travaille, plus que de travailler sur d'autres postes comme quand vous changez les fenêtres, en plein hiver, il fait un peu froid quand on retire les fenêtres, donc c'est plus compliqué de ne pas perturber l'activité des gens qui travaillent dans les bureaux. Donc, en gros, forcément, un programme de relamping, c'est une réduction de l'empreinte carbone qui est forte du bâtiment. Il y a une baisse de la consommation électrique énergétique qui est très significative. Sur la consommation d'éclairage, vous allez facilement aller chercher du 50%, mais on peut même aller jusqu'à 70-75%. Donc, on ne parle pas de « tiens, super, j'ai fait 5% d'économie ». C'est un éclairage qui est centré sur l'humain, c'est de l'éclairage qui est innovant, qui est intelligent. Nous, en gros, quand notre bureau d'études travaille sur un projet, ça nous permet aussi de mettre aux normes le bâtiment sur toute la réglementation. Il y a même des primes C2E qui sont versées pour faire ce travail-là. Pour vous donner une idée, la durée de vie d'un produit chez nous, minimum, c'est à peu près 50 000 heures. On a des produits qui vont jusqu'à 100 000 heures. Mais en gros, vous allez avoir un ROI. Le ROI, c'est quoi? C'est le retour sur investissement, c'est-à-dire qu'entre la facture de ce qu'on va vous coûter les luminaires plus l'installation des luminaires, on a un ROI, c'est-à-dire que le projet va être remboursé, va s'auto-rembourser sur les économies d'énergie réalisées, enfin, du coup les économies financières réalisées, ça va être entre 2 et 5 ans. Donc c'est très très rapide. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec des luminaires qui ont une durée de vie au minimum de 50 000 heures, la durée de vie des luminaires, c'est à peu près 20 ans.
sur des heures de travail normales, du lundi au vendredi, de 8h à 20h, les luminaires, ils vont durer 20 ans. Donc, quand vous avez remboursé votre investissement au bout de n'importe quoi, au bout de 3 ans et demi, pendant 16 ans et demi, vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent et vous allez surtout consommer beaucoup moins d'énergie, ce qui est quand même le but recherché, quoi. Bon, derrière, qui dit éclairage dit forcément mise en valeur de l'architecture, des espaces, des produits, et vous avez des frais de maintenance qui sont c'est excessivement fiable LED, et aujourd'hui, vous avez des frais de maintenance qui sont très, très significativement revus à la baisse, quoi. Écoutez, moi, j'ai fini ce que je voulais raconter. Je vous remercie pour votre attention. Olivier mentionnait et Franck mentionnait tout à l'heure, si vous voulez poser des questions, vous êtes les bienvenus, donc que ce soit pour Franck, pour Olivier ou pour moi, et n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci pour votre attention et à vous la parole. Ouais, Cédric, merci de ton intervention qui était riche sur tous les sujets. Tu n'as pas des présentations, par exemple, de ce que l'ITED fait, des bâtiments, tu n'as pas un slide sur les dernières… Si, j'ai beaucoup de slides, j'ai beaucoup de… Bon, le mieux, c'est que tu les enverras dans une présentation avec les dernières questions, les tours à la Défense, les centres d'affaires, les centres commerciaux, les trucs, les bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Franck pour ton intervention brillante et riche. Merci Cédric pour ton intervention vraiment axée sur le sujet de la thématique de la journée, le RSE au profit du bâtiment. Merci Lucas pour avoir organisé la réunion. Je ne sais pas si Lucas, tu es toujours là ou… Merci, enchanté. Je vais afficher un instant la caméra, veuillez m'excuser, c'est un peu à la diagonale. Je suis chez moi en train de travailler. Je suis le vice-président des exécutifs de l'ESSEC et très heureux, Olivier, dans ce genre. Oui, c'est vrai que nous sommes vice-présidents, oui, c'est vrai qu'à l'ESSEC. Oui. Bon, en tout cas, merci à vous participants. Enchanté. Est-ce que vous avez des questions, Lucas, de votre côté? Il y a des gens qui ont des questions. Ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas. Je n'ai pas relevé de questions dans le groupe de discussion. Moi j'avais 2 questions en fait en tête pour vous. Une question pour vous, Cédric, une question qui était liée à la présentation d'Olivier, mais qu'on pourra contacter le dirigeant de la société. Et d'ailleurs, si tu peux partager dans le chat un mail, ce sera super. La question pour vous, Cédric, j'ai remarqué en fait qu'il y a une vie de durée moyenne de 50 000 heures. C'est ce que vous avez dit, donc environ une dizaine d'années, c'est ça? C'est plutôt 20 ans. 20 ans, pardonnez-moi. OK, donc voilà. À peu près, ouais. C'est un investissement qui est fait, qui va dans un sens écologique, de longue durée. De très longue durée, ouais. Okay, c'est parfait, voilà, c'était ça que je voulais vérifier dans le cas. Si tu veux, Lucas, quand tu changes un luminaire, quand ça dure 5 ans, quand tu as tout le métro de New York ou à Paris à changer, tu as ça prend du temps humain. Là, quand tu as juste des changements ponctuels à faire sur des dizaines d'années, ton coût de maintenance est quand même beaucoup plus allégé. Pareil pour les entrepôts, quand tu as les gamelles qui sont au plafond d'un entrepôt de 10-12 mètres, quand tu as un 30 000 mètres carrés, c'est beaucoup plus économique de changer les LED uniquement une fois tous les 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, ça dépend des cahiers des charges de chacun de nos clients. Impeccable. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup Olivier. Merci. Là, il est 10h30, même passé. Ce que je propose, c'est que nous, on va discuter ici. Merci Cédric, merci Lucas. Alors, merci aussi, je pense que c'est Fabio qui nous a retrouvés là, qui est en ligne de chez Renault, il me semble. Merci de nous avoir suivis. Et merci aux autres qui ont que j'arrive pas à les voir là, ils ont dû se déconnecter. Mais la réunion donc a été enregistrée. Lucas nous la mettra en lien et elle sera sur la chaîne YouTube de l'ESSEC, c'est ça? Exact. D'accord. On va la diffuser au D'accord. Merci beaucoup et bonne matinée à tous et merci de nous avoir écoutés. On fera une réunion prochaine.